Voilà, donc j'ai essayé de faire au plus vite une correction de l'épreuve 1, MG, comme on dit, maths générale, de 2021 en mathématiques, à l'agrégation. Bon, d'abord pour que les candidats puissent rapidement s'auto-évaluer, mais aussi en essayant de faire quelque chose pour que les candidats des autres années puissent s'entraîner et voir les points importants dans une rédaction. Et quand je dis points, vous pouvez imaginer le champ des possibles. Là, ici, tant qu'on est ici sur le canapé et pas au tableau, eh ben, on est là pour discuter du problème avec un petit peu de recul, sans regarder dans les détails, mais en parlant du problème tel qu'il, ce qu'on peut raconter du problème et ce vers quoi il tend, et puis ce qui peut suivre après le problème. C'est intéressant de prendre un peu de recul comme ça sur un problème d'agrég, une année donnée, parce que, bon, bien sûr, d'abord parce que c'est un sujet, c'est une histoire, c'est une petite incursion dans le monde de la recherche, de ce qui a été de la recherche. Généralement, c'est extrait d'articles, donc ça permet de diffuser un peu des articles. D'abord, évidemment, aux candidats, ensuite aux candidats futurs, et aussi à la communauté mathématique tout entière. Donc, on va partir d'un anneau A, a priori intègre, avec un corps de fraction K. Et on cherche des polynômes de K de X, qui évaluent un élément de A, tout élément de A, en un élément de A. Bon, alors par exemple, évidemment, si vous prenez un polynôme de A de X, donc un coefficient dans l'anneau, bah évidemment, il va faire l'affaire parce que ce A est un anneau, donc le polynôme va évaluer un élément de A en un élément de A. Mais réciproquement, est-ce que quand on a un polynôme, un tel polynôme de K de X, qui envoie tout élément de A sur un élément de A, est-ce que c'est un élément de A de X? Est-ce que c'est un polynôme de A de X? Bon, la réponse est non. D'abord, la réciproque au début, elle semble évidente en degré 0. Bah ouais, la réciproque c'est bon, parce qu'en degré 0, il faut que ce soit un élément de A. En degré 1, on voit aussi. Mais en degré 2, là, les choses commencent à se compliquer et on commence à avoir un premier contre-exemple. D'accord? Vous prenez par exemple, vous êtes sur Z, et puis vous regardez, vous savez que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair. D'accord? Donc ça veut dire que le polynôme x facteur de x moins 1 est toujours divisible par 2. C'est-à-dire que le polynôme x facteur de x moins 1 sur 2, qui cette fois-ci n'est pas un polynôme à coefficient dans Z, lui, il évalue tout élément de Z en un élément de Z. Ah, alors après, du coup, on va se retrouver avec des polynômes de degré 3. Alors les polynômes de degré 3, et là, bien sûr, vous avez compris, vous allez avoir x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, et bien ça, c'est toujours divisible par 6, puisque vous allez avoir au moins un nombre pair parmi les 3, et puis un multiple de 3 parmi les 3. Donc ce sera divisible par 6, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Ok, ensuite vous continuez, en degré 4, vous allez avoir un autre contre-exemple, x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Donc sur 4 entiers consécutifs, le produit va être multiple de 8, parce qu'il va y avoir forcément deux éléments pairs, dont un qui est multiple de 4, et sur les 4, il y aura forcément un multiple de 3. Donc cette fois-ci, on va être en multiple de 24. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que vous avez naturellement, quand on va généraliser le fait que le produit de deux éléments consécutifs et deux entiers consécutifs est toujours pair, on va généraliser dans le fait que on a un polynôme h indice n est égal à x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, donc vous prenez n termes consécutifs, donc c'est-à-dire jusqu'à x moins n plus 1, à cause de la loi des intervalles, et vous divisez ça par factoriel n, et vous restez quand même dans z. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Maintenant, on voudrait démontrer que Hn est une z-base
cet ensemble qui est clairement un groupe, hein, qui est clairement un groupe pour l'addition, hein, et c'est même un anneau. Hein. Je suis en train de parler de l'ensemble des polynômes, hein, de k de x qui envoie tout élément de q de x, on va dire, qui envoie tout élément de z sur un élément de z. Voilà, on voudrait montrer ça. D'abord, une première remarque, les Hn sont à coefficient dans q de x, mais ils évaluent un élément de z vers un élément de z, et on peut se demander un petit peu pourquoi. Si on regarde de plus près, bon, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une, c'est qu'ils sont en lien avec les nombres binomiaux. Quand on va les évaluer en un élément positif et plus grand que, strictement plus grand que n, eh ben on va tomber sur un nombre binomial. Et aussi, quand on va l'évaluer en un nombre plus petit que n, pour d'autres raisons, mais équivalentes. On tombera aussi dans certaines généralisations des polynômes Hn sur des nombres entiers parce qu'ils comptent des grassmanniennes de sous-espaces vectoriels sur un corps fini de cardinal Q. Donc ça, c'est assez, ça va être assez amusant ce truc-là. Mais ça, c'était dans la partie grand 3, même plus loin, quoi, vers les pages 11 ou 12, hein, je ne sais plus. Alors on peut se demander aussi s'il y a d'autres raisons pour lesquelles Hn envoie Z sur Z. Et bon, moi j'en vois une, c'est que bon, déjà l'exercice 1 nous mettait sur la piste de la dérivée discrète. C'est-à-dire que sur les polynômes, vous avez une application qui a P donne P de x plus 1 moins P de x. C'est linéaire, c'est nilpotent, hein, sur l'espace des polynomiaux inférieurs à n. Et en fait, comme c'est non seulement nilpotent, mais ça va avoir pour matrice, c'est nilpotent d'indice de nilpotence maximale. Et donc ça veut dire qu'il existe une base dans laquelle delta va s'écrire comme un bloc de Jordan principal, d'accord, avec que des zéros partout, sauf sur une surdiagonale de 1, où il n'y a que des 1. Voilà, donc ça c'est un bloc de Jordan principal, et il faut trouver une base dans laquelle c'est comme ça, et la base, il n'y a pas beaucoup de bases comme ça, hein, c'est assez rigide à partir du moment où le bloc de Jordan est principal, et Hn va être une de ces bases. Donc voilà déjà une façon naturelle d'introduire la base Hn. Hn va être une base dans laquelle la dérivée discrète s'écrit comme ça, sous forme de bloc de Jordan principal. Et du coup, ça veut dire quoi? Que Hn, c'est des... Si vous voulez, vous partez de H0 égale 1, donc on avait dit H1 c'est x, H2 on avait dit c'est x facteur de x moins 1 sur 2, H3 x facteur de x moins 1 sur facteur de x moins 2 sur factoriel 3, etc. Et ben, ce sont des intégrales discrètes, parce que s'il y a une dérivée discrète, ben, il y a une intégrale discrète aussi. Et l'intégrale discrète, quand vous intégrez discrètement, ça veut dire que vous allez faire la somme, d'accord, donc quand vous faites la somme de 1, des 1 de 0 à n-1, ben vous allez tomber sur n. Et quand vous allez faire la somme des n, pareil de 0 jusqu'à n-1, ben vous allez tomber sur n-1 sur 2, etc., etc. Quand vous allez faire la somme des n-1, des k-1 sur 2 pour k allant de 0 à n-1, vous allez tomber sur H3 de n, etc., etc. Et donc, on comprend maintenant le factoriel d'où il vient. Ce factoriel n qui était au dénominateur, en fait, c'est des primitives finalement. C'est une version discrète de la primitive. Hein, quand vous intégrez, c'est pour ça qu'on dans la formule de Taylor, hein, on voit des 1 sur factoriel n à cause de ça. Donc c'est pour la même raison. Voilà déjà un premier point qui explique un petit peu Hn, d'où ça vient, quel est son rôle. Ça s'appelle les polynômes, la base des polynômes de Hilbert. Et aussi donc ces polynômes Hn qui sont finalement des primitives itérées de 1, mais pour l'intégration discrète.
l'intégration discrète, qui est une forme primitive, mais là dans l'autre sens de primitive, de l'intégration continue qu'on connaît, quoi. Voilà. Alors, quels outils on va utiliser pour résoudre ce problème? Alors le premier outil, curieusement, c'est le déterminant de Van der Monde. Alors ça part finalement d'une méthode que j'aime bien, et puis oui, qu'on avait mise dans Carnet de voyage en algébrie, sur comment montrer qu'un polynôme qui est de degré n et comment montrer qu'un polynôme de degré n possède au plus n racines quand on est sur un corps ou sur un anneau intègre. Alors une façon de voir, c'est la façon suivante. Alors bon, on a des tas de méthodes, hein, mais en voici une intéressante qui introduit le déterminant de Van der Monde. C'est que vous prenez n plus une racine, que vous numérotez x0 jusqu'à x indice n, et elles sont deux à deux distinctes, elles sont racines de votre polynôme p. Donc vous écrivez p de xi égale 0, là cette fois-ci, et maintenant vous voyez ça comme un système, d'accord, de paramètres xi, mais d'inconnu p. Parce que en les xi, c'est pas linéaire, hein, mais en p, c'est quelque chose de linéaire. Donc, vous l'écrivez avec une matrice de Van der Monde, parce que les p de xi, c'est une somme de ai xi puissance k, hein, d'accord? Donc, vous pouvez l'écrire de façon matricielle. C'est la somme de ai xi puissance k, c'est une ligne 1 xi carré jusqu'à xi puissance n, fois la colonne A0, A1 jusqu'à AN. Et vous multipliez ça. Donc, globalement, toute la colonne des p de xi, ça va s'écrire avec une matrice fois une colonne. Et ça, vous voulez que ce soit égal à 0. Mais la matrice, si vous la regardez bien, c'est une matrice dont les lignes sont justement les puissances itérées des xi, et donc c'est une matrice de Van der Monde. Comme les xi sont deux à deux distincts, et ben voilà, la matrice est inversible. Et on a un système de Cramer qui fait qu'à partir du moment où ça s'annule sur les n plus 1 éléments, et ben, tous les coefficients sont nuls et le polynôme est nul. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est une variante de ça, dans le sens qu'on ne veut pas que P soit nul, mais on veut que P soit entier sur des entiers. Donc si on prend par exemple des entiers consécutifs, les entiers de 0 jusqu'à n-1, eh ben on va se rendre, ou 0 jusqu'à n, et qu'on veut un polynôme de degré n, ben on va avoir une condition, et on va avoir un déterminant de Van der Monde qui va apparaître. Vous voyez que ce que vous voulez, c'est que P de vos A indice I, ou X indice I, pardon, ce que vous voulez, c'est que P de X indice I soit égal à B indice I avec B indice I entier. D'accord? Donc, prenez vos X indice I égale de 0 à N, d'accord? Et vous allez voir que votre déterminant de Van der Monde, ça va être le déterminant de Van der Monde associé aux éléments 0, 1 jusqu'à n. Bon, ça fait un déterminant. Si vous regardez combien vaut le déterminant, ben vous allez voir que c'est factoriel n, facteur de factoriel n-1, facteur de factoriel n-2, jusqu'à factoriel 1. Et c'est exactement ce par quoi vous allez diviser. C'est ce que vous allez avoir dans vos dénominateurs. Vous allez vouloir récupérer P, à partir de ce système. Hein, du système qui dit que P des xi est égal, est entier. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi la base la plus adéquate des polynômes, pour avoir des valeurs entières, va donner un changement de base, entre la base canonique des polynômes et la base justement des polynômes de Hilbert, dont le déterminant, formule de changement de base, va être justement ce produit des 1 sur factoriel k. Exactement ce qui se passe, hein, puisque la matrice de changement de base, c'est une matrice triangulaire supérieure, avec sur la diagonale 1, 1, 1 sur factoriel 2, 1 sur factoriel 3, etc. etc. Hein.
Voilà, ça, on commence à le comprendre quand on divise par le déterminant de Vandermonde, quand on veut inverser une matrice. Pourquoi? Pour résoudre un système en le polynôme P de P d'un certain nombre d'éléments est égal à quelque chose d'entier. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que si on part d'un anneau quelconque pour l'instant, donc il faut qu'il soit déjà intègre, évidemment, parce qu'on on va diviser par des déterminants et tout, il faut qu'il y ait un corps de fraction, bon, de toute façon, on ne peut pas faire sans qu'il soit intègre, mais surtout, il faut qu'il soit infini, parce que sinon, on ne pourra pas trouver suffisamment d'éléments dès qu'on va dépasser en degrés. Hein, voilà, donc ça, on le voit tout de suite. Alors, maintenant qu'on a vu que sur Z, les polynômes de Hilbert étaient à valeur entière, réciproquement, est-ce qu'un polynôme à valeur entière, un polynôme qui est de Q de X et qui est à valeur entière, est-ce qu'il s'écrit dans la base, la Z-base des polynômes de Hilbert? Alors, il a un certain degré, donc on peut se ramener à un degré, et on veut montrer la réciproque. Alors, comment on fait? A priori, comme les polynômes de Hilbert sont échelonnés, P il va pouvoir s'écrire dans la Q-base des HK, donc ça ne pose pas de problème. Et maintenant, au lieu d'écrire P dans la base canonique des polynômes, qui nous donne une matrice de Vandermonde, quand on va écrire le système P de xi égale la colonne des BI, eh ben, on va écrire P plutôt dans la base des HK. Et là, on va découvrir que ce n'est plus une matrice de Vandermonde qu'on va obtenir, mais c'est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. Parce que les HI, donc si on évalue en XI de 0 à N, eh bien, il va y avoir une propriété qui va faire que comment dire, HJ de I va être toujours nul dès que J est strictement supérieur à I. Voilà, donc ça c'est une propriété qu'on a. Ce qui va faire que pour inverser la matrice, cette fois-ci, bah oui, on avait un déterminant de Vandermonde qui était énorme, mais là maintenant, avec les polynômes de Hilbert, quand on va inverser, le déterminant est égal à 1, puisque c'est triangulaire avec que des 1 sur la diagonale. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez joli que nous proposait le problème. Et donc, puisque les valeurs sont dans Z, et que la matrice, elle est à valeur dans Z, on a dit que les HI étaient à valeur dans Z, mais ici triangulaire inférieur, avec des 1 sur la diagonale, eh bien on va pouvoir inverser. Quand on va inverser, on va obtenir les coefficients de P dans la base, la Q-base des HK, et on va constater qu'ils sont bien dans Z, parce que P était à valeur dans Z. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même déjà assez chouette qu'on va retrouver ensuite dans les généralisations, les diverses généralisations. C'est une méthode très très générale qu'on va pouvoir appliquer ensuite dans d'autres cadres, dans d'autres anneaux.